Bonjour à tous, bienvenue au Musée national de l'histoire de l'immigration. On est ravis de vous retrouver en 2021 et on vous espère en très bonne santé. On espère que vous avez aussi passé de très belles fêtes. On se retrouve comme d'habitude pour un cycle de conférences. Vous savez à quel point le musée est présent aussi en ligne, en distanciel, selon l'expression consacrée que nous connaissons et que nous subissons parfois tous un peu. Mais on est ravis de vous retrouver pour ce débat en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement, qu'on remercie de s'associer au musée pour ce débat. Aujourd'hui, on va parler de diasporas africaines vers une solidarité renforcée. On a vu, et ce n'est pas nouveau finalement, que les communautés établies hors des pays d'origine sont extrêmement puissantes, enfin sont restées très en lien avec ces pays d'origine, dans une dimension économique tout d'abord, et c'est la plus évidente peut-être. Nous avons tous peut-être autour de nous des gens qui continuent à supporter, à être en lien avec leur village, leur famille d'origine. Nous allons donc interroger en fait ces liens de solidarité économique tout d'abord à l'aune de cette crise sanitaire du Covid, mais aussi plus largement, qu'est-ce que cela raconte de la stratégie globale entre les pays où l'on vit, ces territoires de vie et ces territoires d'origine en termes de développement et aujourd'hui de co-développement. Qu'est-ce qui a changé dans la manière dont on fonctionne tous collectivement, et qu'est-ce que cela dit aussi de nos identités? Qu'est-ce que cela dit en fait de la manière dont dont ces identités, d'ailleurs dont cela circule, notamment en termes de circulation artistique ou culturelle. Voilà. On a avec nous, pour en parler, le plaisir de recevoir depuis très loin, depuis la Californie, Alain Bankou. Vous êtes écrivain, professeur titulaire de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Il est très tôt chez vous et vous nous disiez à l'instant que vous suiviez avec effroi peut-être et un petit peu de curiosité la procédure d'impeachment qui va démarrer actuellement pour le président Trump. Merci en tout cas d'être avec nous. Hélène Ngarman-Ganga, vous êtes avocate, directrice du département Transition politique et citoyenne de l'Agence française de développement. Bienvenue. Enfin, Sokona Niakate, vous êtes maire adjointe à Fontenay-sous-Bois, conseillère départementale du Val-de-Marne et présidente de la coordination des élus français d'origine malienne, le CEFOM. Et vous nous en parlerez justement. Peut-être on va articuler, et j'appelle d'ailleurs les internautes qui nous suivent, et je sais qu'ils sont nombreux à poser des questions. N'hésitez pas, on est retransmis sur les réseaux sociaux et on se fera. J'aurai le plaisir en fait de reprendre dans ma voix les questions que vous poserez. On va faire de toute façon un premier point d'éléments de cadrage, de quoi on parle quand on parle de diaspora, de migration. Dans un deuxième temps, justement, on pointera ce rôle, le rôle de ces diasporas et de ces communautés sur le développement et le co-développement des pays dits d'origine, et puis les circulations culturelles, artistiques et tout ce que cela pose aussi en termes identitaires. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, en premier lieu, Alain Bankou, Oui. quand on parle de diasporas africaines, de quoi on parle? On sait que voilà, les débats maintenant depuis des années autour des migrants, des migrations, des vagues migratoires, des flux, des exilés. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de diaspora? De qui on parle? Effectivement, quand on parle, je vous remercie vraiment de m'inviter sur cette belle plateforme pour discuter de ces problèmes qui nous fédèrent. Je pense que la notion même de diaspora africaine est aussi mobile, dans le sens où le terme diaspora lui-même n'est pas nouveau. Depuis dans la Grèce antique, on avait déjà le déplacement des peuples grecs vers un autre lieu. Le terme de diaspora implique le déplacement d'un lieu à un autre, c'est-à-dire la dispersion d'un peuple à travers le monde. Et quand on parle de diasporas africaines, peut-être c'est là que se retrouve finalement le sens même de la reconnaissance des Africains, de leur solidarité qu'ils n'avaient même pas pu faire à l'intérieur de leur continent. C'est-à-dire que le fait d'appartenir à une diaspora à l'étranger, ce lien
fraternel, ce lien de sororité est souvent plus fort que le lien national, puisque les nations que nous avons en Afrique ont été bâties selon le concept même d'Ernest Renan, les nations occidentales, etc., etc. Finalement, la diaspora permet aux Africains de renouer avec leur idée de l'hospitalité, de la proximité et peut-être même de la solidarité. Donc, dans la définition qu'on donne souvent aux diasporas africaines, vous allez voir la diaspora, par exemple, camerounaise, la diaspora sénégalaise. Donc, il y a des diasporas pratiquement nationales, mais au-delà de ces diasporas nationales peut s'interposer la grande diaspora africaine où on va se définir par rapport au fait qu'on revient tous du continent africain, au fait qu'on a la peau noire ou blanche, parce que dans la diaspora africaine, vous n'allez pas écarter, je ne sais pas, un Africain comme Mia Couteau parce qu'il est blanc, un Africain comme, je ne sais pas, l'était Nadine Gordimer parce qu'il est blanc. C'est l'appartenance à une entité, et cette entité n'est plus dans son lieu d'origine, mais se trouve ailleurs à la quête de quelque chose pour rendre la vie de ceux qui sont restés intéressantes. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Alama Banko, et je trouve ça intéressant, c'est que finalement, l'exil, ce qu'on peut entendre comme une forme de double absence, hein, c'est Abdelmalek Sayad qui l'avait façonné comme ça, comme notion, c'est qu'on n'est ni là, ni là-bas, mais de fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, ça consolide aussi une identité dans l'exil et une communauté, en fait, qui se choisit parce qu'elle a une appartenance commune ou une trajectoire commune sur le territoire de vie. Parce que quand vous êtes ailleurs, vous n'avez plus d'autre solution que de vous retrouver, de vous resserrer pour continuer à perpétuer votre propre identité. Certes, vous allez apprendre, vous devez apprendre à gérer ou à composer avec les règles du nouveau lieu dans lequel vous êtes. Mais pour perpétuer l'idée, par exemple, notre cuisine, notre culture, notre manière de danser, notre manière de manger, notre manière de s'habiller, vous devez exporter tout cela. Et parce que l'exil est plus dur lorsque vous avez perdu les repères des éléments qui font que vous êtes vous-même. Et dans la diaspora africaine, la question est de savoir, est-ce que nous devons tout exporter de l'autre côté lorsque cette diaspora est là volontairement, parce qu'il y a des diasporas qui se forment de manière forcée. La notion même de diaspora qu'on a retrouvée sur le peuple Israël, le peuple juif qui devait être forcé à se déplacer. Le terme a eu une popularisation, notamment sur le peuple juif qui était forcé à aller du côté des diasporas. Et à la fin, on a même commencé à parler de la question des ghettos, etc., etc. Donc, la diaspora, dans ce sens, peut être quelque chose dans lequel la résistance est présente, parce qu'on défend quelque chose. On peut être dans la diaspora pour lutter contre un régime qui est quelque part autocratique, qui est en train de massacrer. On peut être aussi dans la diaspora pour aider ceux qui sont restés à avoir une vie meilleure. Je pense par exemple aux Maliens, à l'Afrique de l'Ouest, dont nous envions souvent la force des diasporas. Alors justement, hein, là-dessus, Sokona Niakate, je voudrais vous entendre parce que, je le disais, vous êtes présidente de la coordination des élus français d'origine malienne, le CEFOM. À quel moment, racontez-nous un petit peu la genèse de la structuration de cette association. À quel moment on se dit que les élus d'origine malienne qui sont investis dans leur territoire de vie se décident en fait à se structurer? Quel est l'objectif d'une structuration pareille? Et puis comment vous vivez? Est-ce que vous êtes migrante? Est-ce que vous êtes afro-descendante? Est-ce que vous êtes une exilée perpétuelle? Je sais, on a eu cet échange, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, ces termes de migration, exil et diaspora? Tout d'abord, merci à toutes et à tous. Bonsoir. Je vous souhaite une santé de fer. Voilà, quand même, c'est la nouvelle année. Et moi, c'est un plaisir, en tout cas, d'être parmi vous. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent hors les frontières.
Merci Nora pour cette question qui est pertinente. La genèse de la CEFOM, effectivement, nous sommes des enfants issus de la migration. Nos parents sont des migrants. Voilà, moi je suis française, je suis née à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Voilà, et puis mes parents sont nés au Mali, tout précisément à la région de Caille, de familles cultivateurs, paysans et tisserands et des commerçants, parce que c'est des nomades. Et je rejoins Alain, ce qu'il disait, des vrais exilés, parce qu'on vient de l'ethnie, pour ceux qui connaissent l'Afrique, des Soninké, il y a les Peuls, etc. Et la genèse de la CEFOM, c'est aussi, d'ailleurs, je salue les élus des collectivités territoriales d'origine malienne, où je suis très fière de leur implication sur leur territoire, de pouvoir apporter les populations dans leur quotidien, parce que quand nous sommes élus, nous, dans nos collectivités, nous ne sommes pas élus uniquement avec la diaspora, mais nous sommes élus avec toutes les populations qui entourent nos villes. Moi, j'ai été élue dans cette municipalité depuis 2008, à Fontenay-sous-Bois. Les communistes m'ont laissé une place citoyenne. Je suis de la société civile. Hein. Je travaille avec tous les partis politiques de gauche, je le précise bien quand même. On a dans la CEFOM, on a tous les élus de la République, de ce qui existe, sauf le FN. Je le dis et je le précise ce soir. Donc, c'est une belle expérience de travailler avec ces élus qui ont un rôle important parce qu'ils ne pensent pas que à leur pays d'origine, mais ils apportent leur richesse, leur diversité. Et je voulais les saluer. On a créé des WhatsApp pendant le confinement. Et je sais qu'ils sont sur le terrain, ils sont en proximité. Je voulais remercier tous les maires aussi qui ont fait confiance à ces élus de pouvoir participer à la nation. Et la jeunesse, c'est pouvoir apporter ici de ce qu'on sait faire, de ce que la République nous a appris et de pouvoir aussi apporter dans notre pays d'origine. Parce que nous, je ne sais pas si on s'appelle des enfants d'immigrés, je ne sais pas si on s'appelle des secondes générations, mais en tout cas, nous sommes des citoyens de la République, nous sommes nés ici et nous avons notre partition à jouer dans nos deux pays. On ne peut pas choisir entre sa mère et son père. Justement, et merci pour ces mots, Hélène Ngarmin Ganga. Qu'est-ce que ça représente, les diasporas? Je le rappelle, hein, vous êtes directrice du département transition politique et citoyenne de l'AFD, qui est partenaire de ce débat. Qu'est-ce qu'on entend pour une organisation comme l'AFD? Qu'est-ce que ça représente, les diasporas? Merci beaucoup, Nora, et bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste pour revenir et pour appuyer ce qui a été dit. Et en fait, les deux interventions arrivent au même endroit, qui est que, en fait, les diasporas, c'est beaucoup plus large qu'être immigré. Moi, par exemple, typiquement, je suis une immigrée. Je suis arrivée en France, je n'avais pas la nationalité française, je l'ai acquise. Il n'en reste pas moins que je resterai toute ma vie dans les statistiques françaises comme une immigrée. Mais je fais également partie de la diaspora, quand bien même je suis maintenant française. C'est-à-dire que les diasporas, en fait, ça regroupe les parents, donc les migrants dont parlait Sokona, mais également les enfants, parce qu'ils sentent cette appartenance culturelle dont on parlait tout à l'heure, dont parlait Alama Bankou. Et donc, cette globalité-là, tout ça, c'est les diasporas. Alors, effectivement, les diasporas sont beaucoup plus larges que les migrants. Ça, c'est la première chose. Les migrants, c'est typiquement la première génération, et après, on n'est plus migrant, on est national. Donc ça, c'était un peu pour revenir à la question du début. Alors, concrètement, comment nous, on les envisage et comment est-ce qu'on travaille avec ces diasporas? Les diasporas, elles sont absolument cruciales pour nous parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre, elles nous permettent d'avancer dans le bon sens. Elles sont un trait d'union, comme le disait fort justement Sokona, entre la France et les pays d'origine. Et donc, lorsque l'AFD veut intervenir dans ces pays-là, lorsqu'elle veut faire une certaine catégorie de projets, c'est-à-dire quand elle va aller vraiment
loin, dans les villages, dans le micro, travailler avec les sociétés civiles, avec la société civile locale. Les diasporas sont un vecteur extraordinaire. Et nous, on travaille beaucoup avec eux. On travaille évidemment avec le Forum, mais pas que. On a des projets. Parce qu'il ne suffit pas uniquement, je veux dire, je n'ose pas, comme Alain Mabankou est autour de la table, je n'ose pas utiliser le mot développement parce que j'ai lu le dictionnaire et ça piquait un peu quand même les commentaires sur le développement. Donc, du coup, je n'ose pas utiliser le terme, mais je vais quand même l'utiliser. Lorsqu'on veut faire du développement, il y a l'argent, bien évidemment, mais pas que. Il y a la compréhension, il y a tout l'aspect culturel, on veut s'assurer de l'impact, on veut s'assurer de l'efficacité, on veut être sûr que ça serve. Et donc là, du coup, on travaille avec des diasporas. Et on travaille également avec des diasporas pour trouver de l'expertise technique, pour trouver des gens qui vont faire, pour trouver des gens qui vont aider. Donc oui, pour nous, travailler avec les diasporas, c'est absolument crucial et on le fait beaucoup, en tout cas en ce qui concerne les projets migration qu'on fait à l'AFD. Mais on y reviendra justement. Je rappelle juste que le Forum, c'est le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, pour ceux qui ne savaient pas. Une question à la Mabankou de Jean-Louis, que je prends dans ma voix. Je comprends très bien le vouloir ensemble d'Alain Mabankou pour les Africains quand ils sont en diaspora, mais celle-ci peut-elle être aussi à l'intérieur du pays d'origine, nous demande-t-il. Réactivez, Alain, réactivez votre micro. Oh, ben oui, c'est classique. Il faut qu'on s'adapte à la technologie. Oui, est-ce qu'on peut parler d'une diaspora à l'intérieur d'une nation? Évidemment, ça peut exister dans le sens où la plupart des nations africaines sont des superpositions d'ethnies ou de régions. Donc, le nordiste qui se trouve au sud peut estimer qu'ils ont une diaspora de nordistes qui se trouvent, ils se sont déplacés. Ce qui tue la définition même de la diaspora, c'est lorsque nous l'apprenons dans le sens plutôt péjoratif, dans le sens où on reste enfermé vis-à-vis de nous-mêmes, on ne voit pas ce qui se passe à côté, on fait les choses comme on les entend, même si nous sommes dans un lieu qui demanderait une hospitalité générale. Moi, je pense que dès lors qu'un groupe est différent d'un autre, ben, c'est crée forcément la rencontre de deux situations de culture. Oui, je reste persuadé, par exemple, que si je prends l'exemple du Congo-Brazzaville, quelqu'un qui est né à Pointe-Noire, ben, s'il va à Brazzaville, ils peuvent toujours se dire qu'on va créer on a une diaspora ponténégrine, c'est-à-dire des gens qui sont originaires de Pointe-Noire. Ils ont des problèmes spécifiques liés à Pointe-Noire parce qu'il y a l'océan Atlantique, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Oui, ça peut exister, mais c'est cela aussi qui peut créer des difficultés à installer, notamment en Afrique, l'idée de la nation, puisque ça tourne le plus souvent à l'intérieur du continent à des confrontations internes, parce que c'est un même peuple qui finit par se diviser. Alors, oui, pardon, Sokona, je t'en prie, pardon. Moi, ce que dit Alain, c'est très important, parce que quand il parle de rencontre des cultures, effectivement, je pense que les rôles aussi des collectivités joue un peu comme la musique, un chef d'orchestre sur un territoire pour permettre aussi aux populations de mieux s'organiser pour éviter un peu ce qu'on voit, le non-respect à la démocratie, des choses qui sont hors cadre. Et donc, je trouve que c'est important, quand tu parles d'installation de la nation, ça s'accompagne avec des services publics. Et si on n'a pas un service public fort, pour travailler tous ensemble dans le même bateau, c'est-à-dire associations, les partenaires comme l'AFD. Vous avez parlé du Forum. Moi, je suis élue vice-présidente du conseil départemental. Je salue ma collègue Fatia Agoun qui travaille avec le Forum. On travaille avec le Forum sur plein de projets aussi qui permet aux collectivités d'avoir des partenaires comme le Forum et l'AFD qui nous accompagnent aussi sur des réflexions, sur des projets de coopération. Et je pense que c'est ce maillage-là sur lequel aussi la crise sanitaire nous a appris qu'il fallait se donner main dans la main et que chacun avait une expertise singulière et particulière. Alors justement, là-dessus, je voudrais qu'on bascule, Sokona, et vous allez garder la parole, parce que
sur ces liens, justement, je rappelle hein, qu'on évoque les diasporas africaines et l'idée, c'est justement d'aller explorer ces solidarités renforcées. On est dans une crise sanitaire qui, fait inédit, en fait, percute l'intégralité quasi de la population mondiale au même moment. C'est ça qui est assez intéressant aussi en termes de temporalité dans cette crise, c'est que pour la première fois, entre mars, avril, mai dernier, on a eu 4 milliards de personnes quasi confinées au même moment et qui ont traversé en fait la même actualité et la même crise sanitaire. Ce qui fait que, de fait, ça a aussi interrogé les modalités d'organisation de nos structures humaines, entre guillemets. Et Sokona, quand on a préparé un petit peu cet échange, vous m'avez raconté à quel point la solidarité qui est en fait constitutive de nos communautés africaines, je reprends en fait vos termes, elle a fini parce on était moins capable, entre guillemets, d'envoyer de l'argent au pays, de faire ce Western Union qu'on fait toutes les semaines. Du coup, il y a eu comme une forme de déplacement de cette solidarité qui s'est du coup retrouvée sur les territoires de vie. On est passé de la solidarité, enfin, je ne dis pas que l'un a remplacé l'autre, mais il y a cette solidarité vers le territoire d'origine qui s'est finalement structurée aussi dans le territoire de vie. Comment ça s'est passé à Fontenay-sous-Bois et plus largement dans le Val-de-Marne et plus largement au sein de la communauté malienne que vous représentez? Sur cette question, effectivement, ce que tu évoques au niveau des chiffres et sur les modalités d'organisation qu'on a pu vivre au mois de mars, d'être confinés. Alors, il y a des générations peut-être qui ont vécu ça en Afrique, parce que comme c'est des migrants, ils ont traversé aussi des choses là-bas et ils ont vécu, eux, par contre, le confinement ici en France et en Europe. Et c'est vrai que nous, nos parents, ils sont issus de ces situations de pandémie, de crise. Effectivement, il n'y a pas eu de repli sur soi. Au contraire, c'était comment contribuer les uns et les autres, que ce soit élus, que ce soit associations. Je pense que cette crise nous a permis aussi, chacun d'entre nous, de mettre tout le monde au même niveau, hein, en tant que collectivité, etc. Et il y a une organisation qui a été exemplaire dans le quotidien pour nous, surtout les élus en responsabilité, les élus de proximité. Comme vous le savez, dans la nation, il y a plusieurs échelons territoriaux. Les premiers qui sont touchés par une crise sanitaire comme celle qu'on vit actuellement, c'est les mairies et les départements. Je voulais le souligner parce que nos populations se retournent directement vers nous. Les appels téléphoniques, quand c'était confiné, il y avait plus, l'État n'existait plus à ce moment-là. Tout était fermé. Donc, vous savez ce qu'on a vécu. Et cette organisation, je trouve que ça a permis à la diaspora de s'impliquer et de donner l'expérience et la richesse qu'ils ont naturellement par leur parcours personnel, par leur expérience et par leur vécu. Mais ce qui veut dire, Sokona, pour être clair, qu'il y a une expertise, il y a des savoir-faire, en fait, dans la diaspora qui ont trouvé, il y a eu un nouveau terrain, finalement, pendant cette crise. Et est-ce que vous avez des exemples de ce qui a pu se faire, par exemple, dans le 94? Alors, dans le 94, vous savez, nous, on a été le premier département à l'époque où il n'y avait pas de masque. On a réussi à produire, dès l'annonce du président, le lendemain, des milliers de masques, grâce à des volontaires, des couturiers, grâce à l'amicale des locataires, nous, chez nous, les retoucheurs, tous ceux qui savaient coudre et qui avaient du textile. Par exemple, nous, on avait des artisans qui nous avaient laissé du stock au niveau textile, tout était fermé. On a donné ça à l'amicale des locataires, aux associations, pour permettre aussi de produire des masques. Donc voilà, je trouve que cette période nous a donné aussi humainement, chacun d'entre nous, de faire le monde de demain autrement. Voilà, avec cette solidarité. On a eu aussi la distribution des pains, par exemple, dans les quartiers, pour éviter que les gens aillent faire la queue dans les boulangeries. Et ben, dans chaque immeuble, ça s'est organisé via l'amicale des locataires, où je salue son président qui était avec nous depuis le mois de mars sur le terrain. Voilà, il est victime aussi de la situation de la crise sanitaire. Mais on a été organisé, puis avec tout un collectif aussi citoyen, parce qu'il n'y a pas eu uniquement les mairies et le département, mais il y a eu un maillage
institutionnelle et associative de terrain qui a permis de créer des nouvelles formes de solidarité. Et aujourd'hui, nous, on réussit à Fontenay à travers les aides, même si on est à Fontenay, les aides d'urgence qu'on a pu voter avec le département pour les Comores, pour des situations dramatiques qu'on a vécues pendant le cadre du Covid. On a aussi ouvert des fonds pour permettre aussi de réussir cette crise. Sachant que cette population aussi dont on parle, c'est aussi celle qu'on a aujourd'hui appelée les premiers de corvée, c'est-à-dire celle qui s'est retrouvée au front et qui a permis à ces services publics, aux besoins de première nécessité, de continuer à fonctionner. Tout à fait, c'est vrai que c'est eux qui sont au front aujourd'hui et je pense que ça va nous servir, j'espère, de leçon pour le monde d'après, pour pas qu'on se retrouve à continuer dans nos habitudes du quotidien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'une analyse de ce qui s'est passé pour éviter, même pour les futures générations, des incompétences, etc., de ce qui se passe au niveau de notre nation. Hélène Nyarminganga, qu'est-ce que ça représente, le poids économique de cette diaspora pour les pays d'origine? Est-ce qu'on a une idée en fait de ce que ça peut constituer comme manne financière? Oui, non, absolument. Et je voulais, si vous me permettez, Nora, juste revenir sur le point d'avant, sur la contribution qu'ont fait les diasporas, parce qu'on s'est entendu sur ce terme pendant la crise ici en France. Hein. C'est vrai que c'était ces personnes qui faisaient les fameux métiers essentiels dont on a beaucoup parlé. Et on a signé avec un certain nombre de personnes une tribune là-dessus. Enfin, j'ai signé cet été le pourcentage de contribution de ces populations majoritairement africaines, mais pas que, en France, qui ont contribué est énorme, et ils l'ont payé, hein, parce que lorsque l'on regarde le taux de mortalité, c'est pas moi qui le dis, c'est les données de l'INSEE, le taux de mortalité a été 2 fois supérieur sur les diasporas africaines, et je ne parle pas des populations d'un certain âge, je parle des populations en âge de travailler. Donc, parce qu'elles étaient au contact, parce qu'elles étaient en premier, et on les a tous vus, hein, les livreurs, les épiciers, les médecins, c'est quand même 20% de la population, les médecins, les infirmiers, etc. Je me permets, Hélène, les métiers du soin, on sait à quel point aussi l'apport de la population diasporique est important. Absolument, absolument. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce point, sur la contribution financière. Hein. On est peu ou prou au même niveau que l'aide publique au développement en France. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans les 10 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et la moitié de cette somme, entre 45%, un petit peu plus, va vers l'Afrique du Nord, et le reste va en Afrique subsaharienne. Et c'est énorme. Et il y a des pays, on parlait du Mali, le Sénégal, c'est dans les 3%, 4% du PIB. Donc, on est quand même dans des proportions où les diasporas ont quand même, et sous le contrôle de Soukouna, je pense qu'au Mali, par exemple, il y a un ministère des Maliens de l'extérieur, parce que c'est des populations qui sont tellement importantes, qui ont un poids financier tellement important, que voilà, ils sont même représentés, ils sont représentés au Parlement, ils sont représentés au gouvernement, ils ont un poids financier énorme. Et donc, je reviens évidemment à Maroc, travailler avec eux, pour nous, c'est extrêmement important, parce que justement, par exemple, on a des projets dans la région de Caille. Qui va nous dire qu'il faut mieux un dispensaire là ou 2 kilomètres plus loin, qu'il faut mieux une école là, ou travailler avec eux, c'est travailler avec les gens qui connaissent la région, qui parlent la langue de la région et qui comprennent. Parce que même moi qui suis d'origine sahélienne, moi j'ai vécu 4 ans au Mali, je suis arrivée au Mali, j'étais quand même assez décalée, alors que je suis née, j'ai grandi au Tchad.
mais on pourrait croire que entre le Tchad et le Mali, il n'y a que le Niger, et c'est complètement différent. Même si ça se ressemble beaucoup, c'est différent. Les cultures ne sont pas les mêmes. J'empiète un peu sur le domaine d'Alama Bankou, mais voilà. Et donc là, il faut forcément travailler avec les gens qui savent. Voilà. Et d'ailleurs, je reprends une question de Safer Hazard qui nous demande quelles sont les actions menées en faveur des entrepreneurs issus de la diaspora pour contribuer activement au développement de l'activité économique dans cette crise sanitaire. Il y en a beaucoup. Alors, il y en avait beaucoup avant. On a pas mal de projets qui consistent justement à aider les entrepreneurs, à accompagner les entrepreneurs. Bon, il y a Meet Africa, mais il y en a d'autres. Meet Africa, c'est vraiment la plus emblématique, mais on a d'autres projets. Et c'est vrai que ces derniers temps, dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu un accent qui a été mis sur, voilà, on parlait de masques tout à l'heure, de formation, de communication. Il y a eu beaucoup de choses également qui ont été faites, mais là, beaucoup plus globalement, au niveau de l'AFD, il y a eu 2,5 milliards, un peu plus, qui ont été décaissés très rapidement pour des projets avec des partenaires comme la Croix-Rouge, l'Institut Pasteur, etc., sur ces questions sanitaires. Mais dans le cadre des projets, il y a eu effectivement pardon pour le franglais, mais ce qu'on appelle des top-up, donc des montants qu'on a rajoutés pour pouvoir justement se focaliser sur ces questions sanitaires et pouvoir aider les gens sur place rapidement. Nora, sur la question de l'entrepreneuriat, ouais. évoque Hélène, qui est très important, surtout pour l'AFD. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil à Olivier Cabar. Je ne sais pas s'il nous regarde, qui m'a permis d'être là ce soir. Mais sur la question de ce qu'on appelle sur les notions de co-développement, parce que moi, j'ai bénéficié ça en tant que dans la démarche de solidarité internationale et entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi des leviers qui accompagnent l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi les dispositifs, je pense, du co-développement qui permet à la diaspora, qui ne sont pas forcément organisés en tant qu'entrepreneurs, mais porteurs de projets avec un impact de bénéficiaires sur un territoire. Donc, je pense que ça, c'est aussi des leviers. Il faut aussi saluer l'AFD parce que je sais que vous accompagnez beaucoup de dispositifs dans ce sens pour la diaspora, mais c'était pour renforcer ce que tu disais, Hélène. Merci beaucoup. Sokona, tu viens partout avec moi maintenant. Partout où je vais, tu viens avec moi. Je suis prête. C'est dit. Je suis prête. Alama Bankou, qu'est-ce que ça vous inspire? En direct, hein. Alama Bankou, qu'est-ce que ça vous inspire? Je voulais ajouter quelque chose d'un peu tragique dans ce que j'entends dans la diaspora. Quand j'écoute cette sorte de ferveur, ce désir d'entrepreneuriat, ça me montre que la diaspora est un élément important dans le développement d'un pays, surtout pour nos nations africaines. Nous, de l'Afrique centrale, par exemple, on a toujours envié la solidarité, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Comment l'Afrique de l'Ouest s'organise pour aider ceux qui sont restés sur place. Et comment les États de l'Afrique de l'Ouest respectent leur diaspora. La diaspora, en tant que telle africaine, c'est quoi? Elle est constituée à la fois des étrangers, c'est-à-dire des Africains qui sont venus s'installer en France, et aussi des descendants des Africains qui sont sur place. Hein? Donc, tous ces gens travaillent pour la nation. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que dans mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, c'est l'un des seuls, peut-être même le seul pays du continent africain qui ne donne pas le droit de vote à la diaspora. Donc, même si vous êtes Congolais et que vous êtes venu vous installer en France, même si vous avez gardé votre nationalité, vous ne votez pas parce que le gouvernement ne veut pas que la diaspora vote. En même temps, les gens de la diaspora sont ceux qui, par les envois de Western Union, on en a parlé, par les secours pendant la crise de la COVID, on a dû envoyer des masques, on a dû suppléer, il y a un facteur économique
qui est en inadéquation avec le fait que les régimes autocratiques africains comme ceux du Congo-Brazzaville ne supportent pas la présence de la diaspora parce qu'on pense que la diaspora est le porte-parole d'une certaine liberté qu'attendent les nations. Parce que ça aussi, il faut le dire, le rôle de la diaspora depuis les origines de l'histoire a toujours été d'ouvrir la voie. Je vous donne un exemple. Est-ce à dire, Alama Bankou, dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a clairement des pays plus ouverts et qui sont susceptibles, et on l'entendait à la fois sur le Mali ou le Sénégal, qui respectent leur communauté diasporique. Il y a des ministères et accessoirement, quand on apporte autant de milliards à l'économie locale, c'est pas rien. Et de l'autre, vous ne verriez là-dedans qu'un manque de volonté, une lacune dans l'ouverture. Ce serait juste ça? Je pense qu'il y a d'un côté des nations africaines qui respectent le diaspora parce qu'elles ont compris que ces diasporas apportent quelque chose. Et il y a de l'autre côté des nations qui pensent que quelqu'un de la diaspora est forcément un opposant politique. Donc, déloyal, serait déloyal. Donc, un opposant politique, donc il faut écarter sa voix parce qu'il risque de voter contre le gouvernement en place. Mais regardez, l'histoire, par exemple, des idées de ce qu'on appelait du monde noir, cette histoire a été faite par la diaspora. Dans les années 30, un Sénégalais, Léon Senghor, un Guyanais, Léon Gontran Damas, et un Martiniquais, Aimé Césaire, se retrouvent à Paris, au lycée. Qu'est-ce qu'il crée? Le mouvement de la négritude par la diaspora. Le panafricanisme n'a pas été créé en Afrique. Il a été créé du côté des États-Unis, repris par la suite par les Kwame Nkrumah. Le mouvement de la créolité, des Chamoiseaux et autres, ils l'ont créé aussi à Paris, bien sûr aux Antilles, mais la publication s'est faite à Paris. Mais je vais vous objecter dans ce cas-là. Prenons un autre exemple, Alama Bankou. Vous savez aussi que le mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis a été hébergé longtemps sur les terres d'Afrique, à Alger, qui se souvient aussi du festival panafricain à Alger. Donc, de fait, ces circulations, elles ont toujours été finalement, au-delà même des pouvoirs en place, réelles. Donc, est-ce que pour autant, il faudrait, au regard de ce qu'on vient de discuter sur le développement, sur le co-développement, faudrait-il les opposer ou finalement ces circularités, il faut les prendre pour ce qu'elles sont et au-delà même en fait de la temporalité des pouvoirs politiques dont vous nous parlez? Oui, vous avez raison, sauf que dans le même sens, nous prêchons dans la même église, puisque les Noirs américains sont allés créer l'élément de leur liberté à l'extérieur de leur continent. Et au passage, il y a aussi Paris qui était la capitale des lettres noires américaines ou de la culture américaine, la présence de Josephine Baker, Miles Davis, Chester Himes, James Baldwin. Voilà, tout cela, Paris a été la capitale. C'est pour ça qu'il y a la fameuse expression qui dit « Rome n'est plus dans Rome ». C'est-à-dire que chaque fois qu'un individu se déplace, et ça, il faut que nous autres, les Africains, le sachions. Si je me déplace et qu'aujourd'hui j'habite aux États-Unis, si je commets un acte odieux, je salis le nom de tous les Congolais d'abord, puis de tous les Africains en général. Si je fais un acte positif, si je brille dans un domaine, eh bien, ça fait la fierté des Congolais et aussi du continent en général et par ricochet aussi de la France, qui est mon pays adoptif. Donc, je pense qu'il faut que les Africains, surtout les Congolais de Brazzaville, le gouvernement en nommant des députés, des futurs députés qui vont représenter, ça peut être des enfants d'ici, nos parents qui vont représenter aussi les institutions au Mali parce qu'ils ont effectivement un apport important. Et ce que dit Alain, pour rebondir, je pense qu'effectivement, il faut que nous aussi, on sort un peu de cette victimisation. Parce que, en fait, d'être migrant, diaspora ou je ne sais pas quel nom, pour moi, voilà, moi, je suis une enfant citoyenne du monde. Voilà, moi, je me vois comme ça, je me situe comme ça parce que la République française m'a fait ça et mes parents m'ont éduqué à être ouvert sur le monde entier et les institutions.
mais c'est qu'on arrive à se dépasser de ça et qu'on arrive à dire qu'en fait, c'est pas un handicap en fait. On se replie sur nous-mêmes certaines fois parce qu'on n'est pas accompagné ou on n'a pas eu la chance d'être accompagné tout simplement, hein, parce que chaque parcours est différent. Mais je pense qu'il faut qu'on avance aussi nous, voilà, les citoyens multiculturels, hein, du monde, qu'on se surdépasse et qu'on arrête d'être enfermé. Après, il y a aussi les côtés négatifs où quand on arrive à se surdépasser, eh ben, on subit des amalgames, des questions de discrimination. Martin Luther King, d'autres ont subi. Thomas Sankara en Afrique, quand il a commencé à poser des choses, parce que moi, j'ai appris cette histoire aussi. J'ai pas appris que Charlemagne et la guerre dans le collège au Val-de-Marne, mais j'ai appris aussi cette histoire-là. Donc, je sais d'où je viens. Et je pense qu'il faut qu'on accompagne cette génération. Mais on y reviendra justement à cette question identitaire. Mais j'ai une question, Hélène, de Marie-Emmanuelle qui nous demande pourquoi cette disproportion entre l'investissement des diasporas et le poids politique des diasporas, 10 milliards, c'est le chiffre que vous nous avez donné tout à l'heure, face à une invisibilité des diasporas. Comment vous l'expliquez? Ah, question piège. Question piège, absolument. Bon, d'abord, on vient de le constater, il n'y a pas une invisibilité dans tous les pays. Ensuite, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la reconnaissance financière passe également par j'allais dire, pardon, je n'ai pas le mot en français, j'allais dire du lobbying. J'ai pas le mot en français, mais voilà, un lobby. Pardon ? Par une pression, par une forme de pression. Voilà, par une pression amicale et bienveillante, on va dire, auprès des gouvernements, auprès des autorités locales, en disant, ben, regardez, voilà ce qu'on représente, donnez-nous une voix. Mais ça suppose aussi qu'on fasse ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, par exemple, en France, il y a des associations qui se créent, il y a des groupements qui se font, et il y a des représentations qui existent. Et donc, lorsque Sokuna part au Mali, elle peut dire, voilà ce que je représente. Vous me voyez, je suis Sokuna, mais derrière moi, il y a X milliers, centaines de personnes, X milliers, millions d'euros, je ne sais pas. Et donc, voilà, ça donne, arrivant comme ça, évidemment, on arrive peut-être, on espère, à avoir une place à la table. Ça, c'est lorsque tout va bien. Lorsque tout ne va pas bien, c'est un peu le cas que donnait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a beau essayer de faire une pression, comme je disais, amicale et bienveillante, n'est-ce pas, et arriver en disant, mais regardez le poids qu'on a financier, on pourrait faire tellement de choses ensemble, on pourrait faire avancer les choses. Et quelquefois, on n'a pas de répondant, mais à mon sens, il faut continuer, c'est le seul moyen, c'est d'essayer de prouver qu'être de la diaspora, au-delà du problème politique, mais si je me concentre sur l'économique, l'apport économique que cela… Moi, j'ai beaucoup circulé dans la région de Caille. Les 3/4 des choses qu'on voit, les petites infrastructures qui sont construites, c'est la diaspora. C'est les migrants qui envoient de l'argent, qui construisent le puits, qui construisent la petite mosquée, qui construisent… Voilà. Et donc ça, c'est un apport qu'il faut essayer de faire comprendre aux autorités locales, quel que soit leur niveau d'ailleurs. Parce que ça peut commencer avec les mairies, les municipalités, les départements, les régions, etc., avant d'arriver à l'État central. Et justement, de l'autre côté, et ça fait partie des questions qui nous sont posées à la fois, alors c'est Ekwamba qui nous dit « Comment intégrer davantage les migrants africains en fonction politique et administrative? N'y a-t-il pas trop d'obstacles ?»
nous ne sommes pas assez solidaires sur ce plan. On avait une autre question aussi de Diala Konaté qui nous dit: le besoin de se regrouper en diaspora ne résulte-t-il pas avant tout d'un sentiment de rejet de la part du pays d'accueil? Si les immigrés africains étaient mieux accueillis et intégrés en France, est-ce qu'ils éprouveraient quand même le besoin de s'organiser en diaspora? Sokolek, est-ce que ça vous inspire, ces remarques qui sont faites en mode, bon, bah, finalement, si vous êtes organisé, si on est obligé de s'organiser en diaspora et d'investir aussi ailleurs, c'est peut-être parce qu'on n'a pas notre place ici? Non, moi je pense que c'est des questions pertinentes parce que c'est vrai que la diaspora n'est pas obligée d'être représentée partout. Il faut faire confiance pour qui on vote. Moi, je le prends comme ça. Pour quel programme? Pour quel projet? Moi, avant d'être élu, j'ai fait confiance à des élus pour défendre des convictions, même si je ne suis pas dans une organisation politique, parce que, comme je le redis, je viens de la société civile. Et l'engagement politique, elle n'est pas, elle est là pour apporter une analyse dans un collectif. Et des fois, on oublie ça. Et on voit les dérives en Afrique et on voit les dérives ici, hein, surtout aux États-Unis. On pense que la politique, c'est personnel. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver, comment remettre de la citoyenneté et renforcer la démocratie dans nos institutions pour, comme disait Hélène, de partir des besoins des gens. On n'est pas là, nous, les élus politiques ou les responsables à tout niveau, hein, que ce soit dans la presse ou dans les institutions, de ne pas réfléchir à la place des gens, mais de construire avec les gens, sous forme de démocratie participative, par exemple. Bien sûr, mais est-ce que de fait, quand on voit le manque de diversité de la classe politique française, enfin plus globalement des élites telles qu'elles sont, économiques, médiatiques, etc., intellectuelles, est-ce qu'il n'y a pas un problème de, bon, bah, il n'y a pas de place, donc de fait, on va aller investir là où potentiellement on peut nous faire de la place et s'organiser en communauté? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à fonctionner comme ça? Ben non, parce que moi personnellement, moi j'étais contre ce qu'on appelle la politique. Donc j'étais un peu, j'ai secoué un peu avant que je sois élue. On est venu me chercher. Donc, et je pense que c'est le travail sur le terrain qui compte. Et puis la crise de la Covid nous montre qui est qui en fait. Et c'est ça l'essentiel. C'est pas de créer des oppositions, au contraire. Ouais. C'est que les gens s'organisent et en même temps, si ils sont intelligents, la diaspora est intelligente, elle apporte ici et là-bas. Qui peut le faire, ça? Hein, quel financement peut apporter ce que apporte la diaspora? Ouais, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de: «Je me sens multiculturelle et citoyenne du monde». Alama Bankou, justement, je voudrais qu'on passe au dernier point de ce débat. Malheureusement, il nous reste juste un petit peu plus de 10 minutes et on va essayer de rentrer ces éléments dans tout ça. Mais quand Sokona nous dit: «Moi, je me sens multiculturelle, je me sens citoyenne du monde». Après tout, l'identité, bon, moi, ma théorie, c'est que c'est comme les lasagnes, on peut en mettre autant de couches qu'on veut. Mais est-ce que de fait, quand on voit les questions qui nous sont posées autour justement de il n'y a pas de place dans les pays, dans nos territoires de vie, donc on s'investit dans nos territoires d'origine, est-ce que ça vous parle? Disons que moi, je suis également ouvert. Je n'ai jamais pensé que ma solution consistait à rentrer dans ma carapace et d'aller retrouver ce que je voudrais retrouver à l'intérieur forcément de mes origines. Ce qui est important pour moi, c'est de prendre l'élément essentiel qui ne se retrouve pas dans l'autre culture et de la porter vers là-bas comme un élément d'échange, de monnayage. Dire, ça manque à la culture globale et je la porte comme contribution. Je pense que l'erreur que font beaucoup de diaspora, parce qu'il n'y a pas que la diaspora africaine, vous avez la diaspora arménienne, vous avez la diaspora polonaise. L'erreur que beaucoup de diasporas font, c'est l'enfermement. On fait nos choses en ne voulant pas partager aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas que la diaspora africaine, vous avez la diaspora arménienne, vous avez la diaspora polonaise. Donc, dans ce sens, eh ben, j'ai toujours refusé l'enfermement. J'ai prêché toujours le sens de l'ouverture culturelle. C'est par la culture que ça se fait. Quand vous comprenez la culture de l'autre,
Quand l'autre voit que vous pouvez lui parler de sa culture, de son histoire, de sa géographie, de ses rois Louis XIV, Louis XXXII et quelques, eh bien, il va être obligé d'aller chercher qui était, qu'est-ce qu'il y avait dans le royaume Congo, qu'est-ce qu'il y avait du côté des Mandingues, etc., etc. Ils vont lire Amadou Kourouma, ils vont aller lire Tierno Monenembo, ils vont aller lire Camarala et de l'Enfant Noir. C'est cela aussi l'échange de la culture, par la littérature. Et vous remarquerez que, par exemple, nous autres écrivains africains, nous formons pratiquement une famille. Quand je me retrouve avec Abdourahmane Ouaberi de Djibouti et que nous écrivons un dictionnaire, on n'est pas né dans la même case, comme diraient les colonialistes. Quand je me retrouve avec le Tchadien Nimrod, ou le Togolais Sami Tchak, ou encore le Congolais Blaise Ndala, c'est les nationalités qui s'estompent pour laisser place vraiment à d'autres liens, et la diaspora doit créer un espace de regroupement dans lequel les seules opérations qui seront permises seront l'addition, la multiplication et non la soustraction et la division. Et là-dessus, j'ai deux questions dans la lignée de notre échange. Fatih nous dit, Abdelmalek Sayed disait, si tu n'existes pas politiquement, tu n'existes pas. Pourquoi y a-t-il très peu d'hommes politiques de la diaspora et pourquoi la diaspora africaine n'arrive-t-elle pas à être visible et influente politiquement? Et je continue par celle de François. Quelle relation entre diaspora comme réalité culturelle au sens anthropologique et intégration? Vous me voyez venir, Alama Bankou, dans quelle mesure est-ce qu'il faut lier toutes ces questions, cette dimension qu'on nous renvoie, et c'est très français d'ailleurs, cette dimension d'intégration, voire d'assimilation, et de représentation des minorités pour exister? Je pense que la question de la représentation se posera toujours. Je vais dire que ce n'est pas parce qu'on aura pris 14 personnes issues des diasporas africaines, qu'on les aura mises à l'Assemblée nationale et au journal de 20 heures, qu'on aura résolu la question. La question est au-delà de ça. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous le faites dans le souci d'être utile pour la société, quelle que soit la couleur des gens qui se trouvent là. Bien entendu, nous avons tous des origines. Bien entendu, mon cœur bat du côté du Congo. Mais est-ce pour cela que je vais laisser le Gabonais, le Français ou le Polonais à côté? Si le Polonais est en train de se noyer, au lieu de le sauver, je lui lance un manuel de natation? Non, je vais aller forcément vers ce Polonais pour comprendre. Parce que le dépassement de cela, il ne s'agit pas d'avoir des postes. Les postes, nous les avons. Si vous grattez bien, il y a des grandes personnalités dans la diaspora, dans le monde. Des grands directeurs de département se trouvent ici, du côté de Columbia, du côté de New York University. Personne ne le sait en France. Ils dirigent les grandes institutions. Ils dirigent. Alors, c'est un problème français dans ce cas-là, Alama Bankou. C'est un problème franco-français et ce problème-là, nous sommes en train de le résoudre petit à petit. Ne soyons pas tout simplement pressés de charger la barque. Si vous regardez bien, au début même, la diaspora africaine ou les Africains étaient présents dans la politique française. C'est après que ça s'est effrité. Les Senghor étaient les députés, les Blaise Diagne étaient les députés, les Damas étaient les députés, Monerville, je ne sais pas, était président du Sénat, oui. Président du Sénat et donc président de la France pendant quelques jours ou quoi dans la transition. Donc la France a eu le premier président noir avant même les États-Unis. Donc, et après, ça s'est effrité à partir des années 80 quand sont arrivées les lois sur l'immigration et que l'Europe a commencé à indexer l'immigré comme étant la cause de ces malheurs, ce qui était une grande erreur parce que l'Europe avait oublié que c'est elle qui avait fait venir les gens pour faire sa guerre, c'est elle qui a fait faire venir les gens pour réparer son économie, pour réparer sa crise économique de 1929. Donc, je pense que dans tout cela, il faut avoir les pieds sur terre, discuter calmement, privilégier l'intelligence, le travail et tout le reste viendra par la suite. N'hésitez pas à aider quelqu'un qui n'est pas de votre communauté parce que demain, vous allez sentir que vous avez fait quelque chose de bien, non pas seulement pour votre communauté, mais pour le genre humain. Et là,
Oui, Sokona. Oui, pardon. Ce que dit Alain, c'est vrai que pour une élue de la République comme je suis, c'est vrai qu'on n'aide pas que la diaspora, on aide tout le monde et c'est important. Et la raison utile pour la société, c'est pas être que aux responsabilités comme on voit ce qui se passe même au Mali ou aux États-Unis. On peut être utile pour la société sur le terrain, artistiquement. On voit les footballeurs, les sportifs. On ne peut pas tous être au pouvoir. Et être aux responsabilités, ça s'accompagne avec un projet. Parce que ça ne sert à rien d'être au pouvoir pour être au pouvoir. Voilà. Hélène Ngarminganga, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette question, vous qui avez une vision un peu large sur cette dimension de lien entre les communautés de la diaspora, entre la diaspora et les pays de vie, et cette question en fait de la représentation. Finalement, ce qu'on semble lire en filigrane, c'est que dans certains pays, on est finalement plus respecté dans nos pays d'origine que dans le territoire de vie. Et il y a quand même une question de représentation et de nécessité en fait de diversifier pour se reconnaître un petit peu dans le territoire de vie. Est-ce que vous le percevez comme ça? On n'a plus votre micro. Oui, j'avais coupé, excusez-moi. Ce que moi j'entends dans les questions qui ont été posées, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance. Et en fait, ce besoin des deux côtés, c'est-à-dire soit ici, soit là-bas. Mais en fait, je pense que, et pour revenir au sujet du début, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec cette crise, et un point que vous faisiez, Nora, en disant qu'il y avait quand même plus de 4 milliards et demi de personnes qui ont été mises, qui se sont enfermées au même moment. Je pense que cette crise sanitaire doit nous faire quand même réaliser, et justement, on n'en voit pas, je suis d'accord avec Alain beaucoup, on n'en voit pas le formulaire, le livre pour apprendre à nager au moment où la personne se noie. Si cette crise nous a bien appris quelque chose, c'est justement qu'on faisait effectivement tous partie du même monde, qu'on était tous également vulnérables et qu'effectivement, comme le disait Sokona, toute personne est utile. Et on l'a bien vu lorsqu'on parlait des travailleurs essentiels tout à l'heure. Donc voilà, je pense que le besoin de reconnaissance, moi qui suis arrivée quand même il y a un certain nombre d'années, c'est vrai qu'on ne voit peut-être pas énormément de ministres ou de personnalités, etc., d'origine africaine, mais il y en a, effectivement. Il y a des ministres d'origine africaine, même aujourd'hui, au gouvernement. Il y a des énarques, des préfets qui sont d'origine africaine. Il y a des gens à la télévision et à la radio qui sont d'origine africaine. Et moi, à l'époque où j'étais jeune, il n'y avait personne. Et puis, il y a des gens comme Sokona qui sont des élus de la République. Donc, je veux dire, c'est vrai que les choses avancent. C'est vrai, peut-être qu'elles n'avancent pas aussi rapidement qu'on aimerait qu'elles avancent, mais je pense que c'est aussi à nous de nous prendre en main, de saisir nos propres opportunités. Moi, quand je vois un jeune qui est né, qui a grandi en France, qui fait partie de la diaspora, qui ne connaît pas plus l'Afrique que moi je connais la Laponie, et qui décide qu'il veut aller en Afrique faire un projet, je trouve ça fantastique, parce qu'il a une idée, il fait partie de cette diaspora parce qu'il a grandi dedans, ses parents lui ont fait connaître l'Afrique, et il y va, et il se prend en main, et il fait bouger les lignes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Il faut vraiment qu'on pousse, qu'on tire. Quelquefois, les choses n'arrivent pas facilement, quelquefois, les choses n'arrivent pas aussi facilement que pour les autres, mais c'est pas grave. On continue, on avance. Et je vais m'octroyer 3 minutes de plus, parce que malheureusement, on arrive à la fin de cet échange absolument éclairant, pour vous poser tous les trois la même question. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression allemande qui parle du Heimat, le fait de se sentir de quelque part, de chez soi. Quel est votre chez vous? Quelle est votre identité? Voilà. Vous, Hélène, si vous deviez déterminer justement où est votre chez vous, vous diriez quoi? Je serais très embêtée. Ouais. Je serais très embêtée parce que je me sens bien un peu partout, à vrai dire. J'ai grandi un peu partout. Je me suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas de chez moi. Je vis en France aujourd'hui. Donc, je dirais que je suis
vous n'auriez pas dû commencer par moi. Je vais y réfléchir en attendant que... Non, mais ce que je voulais entendre, et vous le dites très bien, Hélène, c'est que justement, cette dimension de je suis multiculturelle et je suis de partout. Et de fait, je suis de mon village, mais je suis de France. Et en fait, je suis là où mes valises sont posées. Et Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'entends. Sokona, ton micro. Oui, moi, c'est vrai que c'est une question ouais, je sais pas, qui m'a interpellée et ça m'a fait réfléchir. C'est beaucoup juste mon parcours et ce que j'ai subi dans ma vie. Je suis bien dans l'avion, en fait, dans le ciel, parce que là, au moins à ce moment-là, personne ne te dit que tu es de tel endroit, tel endroit. Donc, voilà, moi, je trouve que du fait que je voyage et que j'apprends en France, j'apprends dans plein de pays, en Israël, en Palestine, dans tout le monde entier. J'ai appris de plein de communautés. Et voilà, je trouve que c'est le meilleur endroit, si on a de la chance, c'est d'être dans le ciel, dans l'avion, on n'appartient à personne. C'est une très belle réponse, je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors, Alain, comme vous êtes en plus partout, quel est votre Heimat? J'ai toujours pris la définition que donnait le grand écrivain haïtien Émile Ollivier. Il habitait à Québec et quand on lui demandait il était d'où, il disait toujours que je suis québécois le jour et je suis haïtien la nuit. Donc moi je pense que je suis de là où j'habite dans la journée, que ce soit en France, aux États-Unis, mais quand tombe le soir ou que je suis en train d'écrire, je redeviens le Congolais, l'enfant de Pointe-Noire qui longe l'océan Atlantique, qui va dans le bon marché, qui va dans le quartier 300 où il y a la pagaille, mais là où il y a des mamans qui vendent des beignets dans la rue, c'est cette Afrique-là que j'aime, que j'ai toujours portée comme la tortue porte sa carapace. Merci en tout cas, ce sera le mot de la fin. C'était vraiment passionnant. Je voudrais vraiment vous remercier tous les trois. Je suis désolée pour Brigitte, pour Saleh. Je n'ai pas pu poser vos questions, mais je fais confiance au musée qui aura l'occasion d'organiser, j'espère, cette fois-ci en présentiel, comme on dit, une conférence avec vous trois. Quoi qu'il en soit, le distanciel nous a permis, Alain, d'être avec vous à 8h30 à Los Angeles, Sokona depuis Fontenay-sous-Bois, Hélène depuis Paris et donc depuis partout. Merci à tous les trois. Merci à l'AFD qui nous a... qui est partenaire en fait de ce débat. Nous étions 350 personnes en direct à suivre cet échange. Je subodore que du coup, ce sera multiplié par 4 dès demain. Voilà, vous pouvez bien entendu partager. Et voilà, exactement. Vous pouvez partager cet échange sur les réseaux sociaux. Alain, je vous écoute. Et on aimerait bien aussi vous féliciter les organisateurs, parce que pour la première fois de ma vie, je suis dans un très beau débat dans lequel je suis minoritaire en tant qu'homme. Ça, il faut que ça c'est gentil. Bravo. Et j'étais bien. Vous voyez que ça se passe bien quand le gouvernement est féminin et quand le Premier ministre est masculin. C'est très bien. Et les femmes sont présidentes. C'est bien. Voilà, il faut faire liberté, égalité et sororité. On arrête tout à tout. Les femmes prennent le pouvoir. Merci en tout cas pour tout ça. Vous retrouverez cet échange en podcast dès demain sur les pages Facebook, etc., Twitter du musée, sur bien entendu le site du musée. Je répète, merci Hélène, merci à l'AFD de s'être associée à cet échange et on espère qu'il y en aura d'autres, nombreux. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt.